Il est grand temps de parler vélo, de parler cyclisme les amis, c'est parti pour le 438e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, c'est des interviews et des previews. Je vous retrouve pour un épisode consacré à la preview de la deuxième étape du Tour du Pays Basque 2026. Pour ceux qui nous découvrent, je rappelle que le Coup Tordu est un podcast totalement indépendant, on dépend d'aucun groupe de podcast, on dépend d'aucune radio, il y a pas des millions d'euros derrière nous, ni des centaines de milliers d'euros. Je sais qu'il y en a qui nous découvrent également en allant sur Apple Podcast, on regarde un petit peu le classement des podcasts de sport les plus écoutés en France, on voit du RMC, on voit du RTL dans la tête d'un machin, dans la tête d'un truc, et au milieu il y a quoi ? Eh ben il y a le Coup Tordu, voilà, il y a le Coup Tordu, un petit peu avec notre gourde et notre couteau, et voilà, on est juste des passionnés, voilà, on fait un podcast de passionnés pour les passionnés, on a juste notre passion à vous mettre sur la table. Podcast avec Latib et Phoenix que vous retrouvez habituellement dans le podcast avec moi. Bon là je suis en solo pour cet épisode, j'ai une semaine on va dire un petit peu freestyle, donc c'est pour ça, voilà, je décroche pour ce 438e épisode un petit peu à l'improviste. Thibaut et Enzo, vous les retrouvez bien évidemment sur leur site internet Going Full Gas, le site de Thibaut, et The Big Gear, le site d'Enzo. Donc je vous retrouve pour la preview de cette deuxième étape du Tour du Pays Basque. Dans l'épisode précédent on a parlé de la première étape du Tour du Pays Basque, le contre-la-montre. Dans l'épisode encore d'avant on vous avait fait une grande preview du Tour des Flandres 2026. On a plutôt eu bon, voilà, sur les pronos. On vous avait donné en pari long terme à Noël dernier la victoire de Tadej Pogačar. Avouez qu'à 1,80 c'était quand même très très bon à prendre, Parfois il est très bon d'anticiper également. Et je vous avais donné aussi le petit match-up de Matej Mohoric devant Aimé de Gendt. Alors Aimé de Gendt qui a quand même terminé 12e, voilà, on a retrouvé du très très bon Matej Mohoric, donc ça s'est plutôt bien passé. Et pour la première étape du Tour du Pays Basque, j'étais parti sur le top 3 de Polo de Paul Sexas, le top 3 d'Isaac Del Toro et la victoire de Juan Ayuso. Alors on m'a demandé si j'étais pas déçu de pas avoir forcé sur Paul Sexas. Alors non, pas du tout, je suis absolument pas déçu. Déjà je vous rappelle qu'on a aussi un PLT en cours sur la victoire de Paul Sexas pour le classement général, donc dans l'ensemble c'est quand même plutôt une belle journée. Et même si j'aime pas tirer des bilans à l'emporte-pièce et je suis absolument pas tipster, mais il y a quand même un 6-8 bankroll des pronos que je vous donne dans le Coup Tordu, et sur 117 pronos depuis le début de l'année on est à plus de 30% de ROI. Donc est-ce que je suis déçu ? Non, je suis pas déçu, et je pense que ça va mettre un petit moment avant que je sois déçu, même si encore une fois il peut y avoir des bad runs. Là on vit actuellement, on va dire, le plus gros rush et le plus beau début d'année de toute l'histoire du Coup Tordu, mais ça n'a pas toujours été ça. Ceux qui connaissent le Coup Tordu m'ont entendu des périodes où j'avais la tête dans le seau, il n'y a absolument rien qui passait, que ce soit au niveau des bêtes, au niveau des analyses. Tu te prends des bad runs, après les bad runs tu te prends des mauvaises analyses, après les mauvaises analyses entraînent les bad runs. Donc il y a jamais, on n'est jamais arrivé. Et encore une fois, je rappelle que jouer avec excès comporte des risques. Je ne suis rien ni personne pour vous inciter à faire des paris sportifs, et je sais qu'il y en a aussi énormément qui viennent écouter le Coup Tordu pour entendre parler de vélo et qui ne sont absolument pas dans les paris sportifs, et je crois que c'est même un petit peu la majorité d'entre vous, donc il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Le Coup Tordu est avant tout un podcast de vélo avant d'être un podcast de betting. La suite du programme, donc là j'enregistre cet épisode, on est lundi de Pâques, voilà, d'ailleurs j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques. Pour ce mardi, vous aurez dans le cours de la soirée un épisode qui sera consacré à la troisième étape du Tour du Pays Basque et également au Grand Prix de l'Escaut. Pas d'épisode ensuite mercredi, jeudi, peut-être un épisode vendredi, vraiment très très tard dans la soirée. Et vraiment, je vous le dis, notez-le, l'épisode de Paris-Roubaix sera dispo samedi prochain. Voilà, ça vous fera très très peu de temps pour l'écouter. J'avais l'option également de vous faire un podcast pour Paris-Roubaix ce mardi. Je trouve qu'à -5, c'est complètement ridicule de faire des previews. J'entends, voilà, des gros podcasts qui le font. Faire une preview du Tour des Flandres avant d'avoir le résultat d'à travers la Flandre, pour moi, par exemple, ça n'a pas de sens en fait. Alors je comprends aussi des grosses structures qui ont peut-être besoin de, il y a des structures quand ils ont besoin de faire un podcast, faut avoir une équipe technique, un réa, ça a des coûts, des salariés, ils font pas ce qu'ils veulent quand ils veulent. Nous, le gros avantage qu'on a dans le Coup Tordu, c'est qu'on est libre. Voilà, on est libre. Si j'ai envie de prendre le micro et de vous
faire un épisode, je prends le micro et je vous fais un épisode. C'est aussi simple que ça. Et si Thibaut il est dispo, il est dans le coin, il arrive et il vient dans l'épisode. Et Enzo, c'est exactement la même chose. On a une liberté de faire et on a aussi une liberté de ton qui nous permet de dire pas non plus n'importe quoi, mais de nous dire un petit peu ce que les autres ne peuvent pas dire. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable et on continuera sur cette liberté de ton. Donc l'épisode de Paris-Roubaix sera disponible samedi prochain. Je vous annonce également que le 14 avril, événement dans le coup tordu des interviews et des previews. On est pressé de le recevoir, Antoine Huby. Antoine Huby, vraiment, notez la date, il était à la Soudal l'année dernière, coéquipier de Paul Magnier. Il a passé 2 saisons à la Soudal. Il n'a pas retrouvé de contrat pour cette année 2026. Voilà, je pense que vous tous, à l'écoute du podcast, vous êtes à peu près du même avis que nous. On comprend pas pourquoi. Voilà, on comprend pas pourquoi. C'est un garçon qui a le niveau World Tour, il l'a démontré l'année dernière. Largement le niveau Pro Team, donc on parlera, on a pas mal de questions à lui poser et d'ailleurs si vous avez des questions également à poser à Antoine, bien évidemment le coup tordu c'est la maison, vous pouvez aussi venir me voir sur les différents réseaux sociaux du coup tordu, que ce soit le Facebook, le Twitter, le Instagram, enfin vraiment vous nous trouvez absolument partout, également en privé sur TikTok. Si vous avez une question pour Antoine, je me ferai un plaisir de lui relayer dans l'émission. On se fait un petit point actualité vélo. Alors je l'avoue, ce matin, voilà, je me suis réveillé, je me suis dit tiens, je vais chauffer quelques mecs un petit peu sur X, sur Twitter. C'est vrai que Twitter, X, c'est un petit peu le bistrot, si vous voulez. À une époque, voilà, il y en a qui allaient au bistrot, ils disaient, voilà, ils racontaient 2-3 trucs et puis ça restait au bistrot. Là maintenant, sur X, t'as envie de chauffer des mecs, tu vas sur X, tu sors un truc, tu vas chauffer des mecs. Donc ce que j'ai pris, c'est que j'ai récupéré le classement UCI. Vous savez ce que je pense de la sélection de la Cara Rural à la place d'Unibet pour le prochain Tour de France. Et là, on est au mois d'avril. Alors au mois de janvier, il y a certains spécialistes qui nous expliquaient que le choix de la Cara Rural se justifiait sportivement par rapport à Unibet. Bon bah là 4 mois plus tard c'est clair, net et précis, Unibet 2300 points UCI, la Cara Rural 900 points UCI. On va pas refaire l'histoire, on n'est pas là pour ça. Simplement il y a juste un truc où il faut être honnête et je pense que dans le milieu du vélo tout le monde le sait. Il y en a certains qui le disent à demi-mot, mais moi je vais vous le dire, la réalité c'est que Prudhomme ne peut pas blairer Titima. Voilà, il y a 3-4 ans quand il a fait son Tour de France, je vais vous donner un exemple. Il y a 3-4 ans, il a fait son Tour de France, vous le savez, il a fait son Tour de France tout seul et puis à un moment donné, ASO, la sortie du Tour de France, parce que voilà, il faisait des images du Tour de France et voilà, il s'est fait dégager un petit peu comme un malpropre du Tour de France. C'est un petit peu comme si vous êtes patron d'une boîte, voilà, une boîte assez sélecte et il y a des gens que vous n'avez pas envie de voir dans votre boîte. Et il y a un mec, vous lui refusez l'entrée. Voilà, toi ça va pas, tu rentres pas. Et le mec, qu'est-ce qui se passe ? Il sort un titre, et il devient numéro 1 du top single en France. Là c'est bien plus emmerdant de lui refuser l'entrée. Voilà, alors Titima il est pas encore numéro 1 du top single en France, il est peut-être numéro 10 ou numéro 15, mais pour l'instant voilà, il y a encore un peu. Alors Christian Prudhomme il est pas bête, il est pas idiot, il sait que dès l'an prochain il pourra pas lui bloquer l'accès et il sera dithyrambique en disant que voilà, c'est un projet extraordinaire qui parle aux jeunes, il fera de la politique, après attention, j'aime bien Prudhomme, j'aime vraiment bien Prudhomme, et il fera un coup de politicien, voilà, comme je dis souvent, la France c'est un club, c'est un espèce de club la France, et cette espèce de club, c'est mon boss qui dit ça souvent, on fait tout pour que vous n'arriviez pas en haut de ce club, pour que vous n'y arriviez pas, et une fois que vous y arrivez, on dit mais installe-toi, prends ton siège. Pourquoi t'étais pas là ? Tout le monde t'attendait. Titima avec Prudhomme, ça sera exactement ça. Unibet sera l'an prochain sur le Tour de France. Mais voilà, quand on me sort des histoires de points UCI, des histoires de niveau d'équipe, arrêtez l'hypocrisie. Voilà, il a juste voulu lui donner une leçon. Tu m'as cassé les couilles il y a 3-4 ans avec ton histoire de Tour de France à côté du Tour de France. Tu sais quoi, mon petit garçon, ça va pas être si facile que ça. Moi, je vais t'apprendre la vie et puis tu vas galérer un petit peu pour venir sur le Tour de France, et puis une fois que tu viendras, on t'accueillera les bras ouverts et on te mettra bien. Voilà, c'est peut-être pas la réalité, mais je pense que je suis pas très très loin. Voilà, je pense qu'il y a un petit peu d'ego malgré tout dans tout ça. Encore une fois, voilà, il y a rien de très méchant non plus. L'été d'été, on va aller voir sur le Giro et ça va être très sympa et l'histoire sera belle. L'autre, alors c'est pas une actualité vélo, c'est une question qu'on m'a posée, un nouvel auditeur du coup tordu. C'est vrai que des fois quand je vous donne des promos, je parle de pourcentage de bankroll et de pourcentage de BK, et on m'a demandé mais c'est quoi la BK? Alors la BK c'est la bankroll, évidemment la bankroll c'est le budget que vous définissez pour jouer quand vous êtes parieur. Alors maintenant,
Comment définir sa bankroll ? J'ai envie de vous dire qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parieurs sur Terre. Et ça sera un chapitre véritablement que je vais explorer et éplucher dans le volume 2 de Parier sur le cyclisme, qui est d'ailleurs en prépa. J'espère. Je garantis pas à 100%, mais j'espère vraiment le sortir pour le Tour de France. Il est prêt au brouillon à 97-98%. Il est quasi plié. Après, il y a de la relecture, il y a des améliorations, il y a des choses à faire. Donc voilà, ça se trouve, je le sortirai en 2027. Je sais pas, mais j'ai vraiment avancé dessus. Et c'est très compliqué de vous donner un exemple type de comment définir sa bankroll, parce que ça dépend véritablement de l'expérience de chacun dans le betting, du train de vie de chacun, et c'est pas forcément une question de moyens. Quelqu'un qui vit chez papa maman et qui a pas de loyer, de bouffe, d'électricité à payer, et qui est intermittent, qui est intérimaire et qui touche le SMIC, va avoir de l'argent de poche, alors que un père de famille qui va gagner correctement sa vie mais qui a 2-3 enfants, des crédits à payer, le niveau va être peut-être un petit peu plus short stack. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ne doivent pas faire de paris sportifs, réellement. J'en vois beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, des mecs qui n'ont pas des salaires énormissimes et qui peuvent te lâcher sur un bet peut-être 10% de leur salaire. C'est n'importe quoi. C'est dramatique. Quand on est à ce niveau-là, c'est dramatique. Il y a des gens qui se mettent dans la merde. On ne devient pas riche en France avec les paris sportifs. Déjà, jouer pour ne pas perdre, c'est déjà très très bien. Il y a moins de 2% des joueurs qui sont gagnants en France. C'est extrêmement compliqué. Donc, c'est vraiment quelque chose d'individuel. Si j'ai envie de schématiser un petit peu, faut tester, faut regarder, faut faire des trucs à blanc quand on débute, faut pas se mentir à soi-même, faut avoir un logiciel de gestion de bankroll. Moi, j'utilise BetBankroll, qui est pas partenaire de ce podcast, mais vous pouvez en utiliser d'autres. Évidemment, le tout, c'est de ne pas se mentir à soi-même. Et quand moi je joue sur une bankroll de 10 000 euros, alors ça peut paraître exorbitant, énormissime, mais je vous donne par exemple 0,1% de bankroll, c'est 10 euros sur une bankroll à 10 000 euros. C'est 5 euros sur une bankroll à 5 000 euros. Donc voilà, je suis sur une bankroll, on va dire très très haute, mais vraiment des mini portions de bankroll qui font que je crois que mon plus gros bad run, je crois que j'ai perdu 375 euros un mois en matière de paris sportifs. Alors je vous avoue que ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier, mais ça me détruit pas en fait. Voilà, donc faut avoir une espèce de limite si vous voulez, ou si vous avez un énorme bad run, non seulement ça doit pas vous foutre dans la merde, mais ça ne doit pas impacter votre train de vie, ni le train de vie de vos proches. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les paris sportifs. Jouer pour gagner, c'est bien, mais déjà la base d'un parieur, la base numéro 1, c'est de préserver sa mise, et déjà jouer pour ne pas perdre, c'est déjà pas mal. Et la meilleure manière de pas perdre, c'est de pas jouer, évidemment. Ça, c'est aussi un argument que j'entends totalement. Un petit mot de SideLimit également. Je rappelle que SideLimit n'est pas partenaire de ce podcast. On refera un tirage au sort dans l'épisode de demain pour vous offrir une nouvelle reward sur SideLimit. Je vous redonne notre parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Je voulais refaire un gros big up à Luc et son site SideLimetrix. Il y a des avancées de dingue. Vous découvrez le ranking des managers sur SideLimit. Et moi, il y a vraiment un outil que j'adore. C'est la valorisation des galeries. Quand vous allez sur SideLimit, sur SideLimetrix, voilà, c'est un petit peu pour ceux qui ont connu Sora. C'est un petit peu comme Sora Data, vous pouvez connaître la valeur de votre galerie en temps réel. Et là, je vais aller voir par exemple la valeur de la galerie de Petit Juju, qui a été le manager de l'année 2 années de suite, qui est un peu le GOAT de SideLimit, pour savoir un petit peu quel est le montant de la galerie de Petit Juju, à combien elle est évaluée. Alors réfléchissez dans votre tête, demandez-vous à combien une galerie sur SideLimit d'un gros manager peut être évaluée. Donc vous allez sur Manager Stat, donc Petit Juju 007, sa galerie est évaluée à... Alors vous allez dans Manager, vous allez dans Galerie, j'ai dit Manager Stat, j'ai dit une connerie. Alors Petit Juju, alors encore une fois, l'outil n'est pas encore, on va dire, fiable à 100%, mais ça vous donne véritablement une idée de l'estimation de votre galerie. Alors l'ami Petit Juju, valorisation de sa galerie, voilà, sa galerie, elle est estimée à 12 564 euros. Connaissant Petit Juju, qui est quelqu'un qui pèse absolument tous ses euros, faudra lui poser la question, mais je pense qu'il a investi beaucoup moins dans le jeu. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui ne tient pas compte des gains en cash que Petit Juju a gagné. Il prend à peu près 1000 euros, un petit peu plus de 1000 euros en cash sur SideLimit. Alors lui, c'est le meilleur manager du jeu, évidemment, mais voilà, c'est intéressant. Alors évidemment, toutes les galeries sont pas
des galeries à 5 chiffres. Hein. Vous pouvez aussi jouer, vous amuser, avoir une galerie à 200 balles, 300 balles, 400 balles, mettre 50 balles dans le jeu et puis voilà, avoir des coureurs qui prennent de la valeur et avoir une valorisation de votre galerie. Donc voilà, c'est aussi un petit jeu d'achat-vente qui est assez sympathique sur Side Limit. Je rappelle que pour débuter sur Side Limit, faites de la Ligue 4 qui est intégralement gratuite, cumulez du bidon blanc, ça vous permettra d'avancer dans le jeu. Et je le redis aussi pour les managers qui sont inactifs sur Side Limit, allez également cumuler du bidon blanc, faites des équipes en Ligue 4. Ça vous permettra de cumuler des bidons blancs et aussi d'avancer dans le jeu au moment où vous aurez décidé d'acheter quelques petits coureurs pour faire de la Ligue 3 ou de la Ligue 2. On a un record désormais à, je crois, 565 équipes sur une multi-race. C'était sur celle de Milan-San Remo, il me semble. Je trouve qu'il y a un truc qui serait très sympa, ça serait pour le Tour de France 2026, arriver à 1000 équipes inscrites sur Side Limit pour le Tour de France 2026. Je pense que c'est un petit défi qu'on va essayer de réaliser tous ensemble. Donc je vous redonne notre parrainage, un coup tordu 0 avec le chiffre 0, et dans le prochain épisode on se fera un nouveau tirage au sort pour vous offrir une carte, une reward sur Side Limit. On bascule sur cette deuxième étape du Tour du Pays Basque. Alors ce qui s'est passé aujourd'hui, évidemment le contre-la-montre, je pense que Juan Ayuso et Isaac Del Toro ont dû prendre une sacrée bosse sur la tête. Alors clairement Juan Ayuso, il n'était pas du tout à son niveau, c'est quand même quelqu'un qui fait de très très bons contre-la-montre habituellement, donc je pense que la récup après Paris-Nice a pas été idéale. Du côté de Torito, Torito mine de rien ça fait un petit moment qu'il est sur le pont, il a fait le tour des UAE qu'il a gagné Tirreno Adriatico, là il enchaîne avec une troisième course World Tour d'une semaine en quasiment un mois et demi, ça fait beaucoup quand même, hein. En gagner 3 de suite, ça serait quand même, je pense que ça a déjà dû être fait, mais ça serait quand même pas mal. Au milieu, il y a eu l'Estrade Bianchi, donc ça veut dire qu'il n'est pas retourné en altitude, donc ça veut dire qu'il reste sur la compensation de sa préparation et qu'il arrive en fin de cycle. À l'inverse, Paul Sexas, on a un petit peu mieux géré les jours de course, on y a été de manière un petit peu plus safe, donc on arrive avec du globule rouge, on a fait de l'altitude, on est bien, il continue de battre ses records de puissance, en tout cas c'est un petit peu ce qui se raconte à droite à gauche à l'entraînement, donc on a un Paul Sexas plus fort que jamais et peut-être un Torito qui arrive un petit peu en fin de cycle. En tout cas, soyons clairs, nets et précis, il aura mis une branlée. Alors de là à penser que Vauclin allait finir 2, sachant qu'il n'était pas prévu sur ce Tour du Pays Basque et qu'il a été un petit peu appelé à la dernière minute, j'aurais pas imaginé. Alors encore pire, la 3e place de Félix Groth-Scharner. Alors là, voir Groth-Scharner premier des UAE, sachant qu'il y avait aussi McNulty dans l'histoire, j'aurais jamais mis un copec là-dessus. Après, il y en a qui pourraient se dire oui, peut-être que Sexas a été avantagé par la météo. Bon, Vauclin est quand même parti dans les conditions des leaders. Hein. Il est parti dans les mêmes conditions quasiment que Juan Ayuso ou que Isaac Del Toro. Donc pour moi, c'est pas vraiment un argument. Peut-être que Paul Sexas a eu des conditions météo un peu meilleures que Torito et que Juan Ayuso, mais non, il est de manière claire, nette et précise au-dessus. Alors il y a un truc qui va être hyper intéressant pour cette deuxième étape qui va amener les coureurs du côté de Mendukilo. C'est pour la première fois, on va voir Paul Sexas sur une course World Tour devoir gérer la course comme un patron. Et alors ça va être hyper intéressant. Il va prendre une expérience de dingue parce que je peux vous dire que les autres, ils ont pas envie de le laisser avancer. Hein. Torito, il doit pas passer une très très bonne soirée. Donc le doute s'est installé dans leur tête. Hein. Désormais, les Décathlon, CMA, CGM ont un petit peu les nuts entre les mains. Alors nous, on est habitués à voir les UAE rouler avec le maillot. On sait un petit peu comment ça se passe. Hein. Quand ils peuvent gagner, ils peuvent gagner. Maintenant, est-ce que du côté de la Décathlon, CMA, CGM, est-ce qu'on va jouer un petit peu plus défensif quand Paul Sexas va se retrouver avec un maillot de leader sur le dos? Est-ce qu'on va laisser un petit peu plus les échappés prendre le large? Ce qu'il y a, c'est que sur cette deuxième étape, évidemment, les écarts ne sont pas faits. On a juste eu un contre-la-montre. Donc, que ce soit pour Décathlon ou pour les autres équipes qui visent un top 3 au classement général, c'est extrêmement compliqué de laisser partir un coup tordu. Donc, Décathlon, évidemment, va filtrer les échappés en début d'étape. Alors, ça va être un rôle assez nouveau pour Jordan Labrosse, Léo Bizio, Nicolas Prudhomme, Johannes Stonmittet, Aurélien Paré-Peintre, Mathieu Riccitello, évidemment. Va falloir mettre le pied sur le ballon. Et ça c'est un exercice qui est assez neuf. Donc encore une fois, je pense que tout le monde va apprendre du côté de la Décathlon. C'est un petit peu, je pense qu'ils sont venus chercher également sur ce tour du Pays Basque, mais je pense qu'ils seront pas seuls à devoir gérer le contrôle de la course. Au niveau du parcours, on a 165 km avec l'ascension de San Miguel de
Aralar. Donc c'est une ascension pour grimpeur, hein. On est quasiment sur 10 km, 9 km et demi à quasiment 8% de moyenne. Le sommet sera jugé à 20 km de l'arrivée. Après on aura une très très longue descente et puis un petit répécho, hein, une ascension à 8%, petite ascension pour Puncher pour le final. Du côté de la météo, sur la première partie de la course, on sera plutôt vent 3/4 face. Voilà, ça c'est en gros sur les jusqu'à peu près la mi-course. Ensuite on va prendre du vent de dos et après ça va tournicoter un petit peu. En tout cas dans l'ascension principale San Miguel de Aralar, on va avoir vent de dos et un bon vent de dos sur cette ascension là. Pour moi ça va jouer dans cette ascension. Très clairement, si un coureur est plus fort que les autres, il peut faire le break dans cette ascension et pas attendre un petit sprint final dans le dernier talus. En plus c'est un col qui est vraiment typique des côtes des côtes du Pays Basque. Les routes sont pas vraiment ultra méga large, donc voilà, je pense que le mec qui sera en haut de cette ascension dont le sommet est jugé à 20 km de l'arrivée, est le même mec qui va remporter la course. La descente est pas ultra méga technique, on va avoir du vent de dos et on reprendra vent de face pour la petite dernière ascension jusqu'à l'arrivée, mais clairement pour moi ça va jouer dans cette ascension. Alors je vais pas être très très original, je pense que Paul Sexas a plus de 50% de chance de remporter cette étape. Je vois véritablement pas trop comment il peut être battu. Encore une fois, son équipe va falloir avoir de l'expérience. Est-ce qu'ils peuvent se faire piéger un petit peu en amont? Donc j'essaye vraiment de me tempérer sur Paul Sexas, mais 52-53% de chance de gagner, vraiment en rabotant et en mettant un petit peu tous les scénarios où il pourrait être battu. Mais voilà, si on me dit 60-70% de chance, c'est pas non plus quelque chose qui me choque. Après, j'essaye quand même de me tempérer un petit peu, parce que des mecs comme Del Toro, comme Roglic, comme Juan Ayuso, ça reste malgré tout sur le papier des sacrés clients. Donc 2,50 la victoire de Paul Sexas, pour moi c'est très très bon à prendre. 0,2% de bankroll, donc c'est 20 € sur une bankroll à 10 000 €, c'est 10 € sur une bankroll à 5 000 €, c'est 5 € sur une bankroll à 2 500 €. Pour moi c'est assez bon à prendre. Je pense que pour les décathlons, faut essayer de battre le fer tant qu'il est chaud, essayer de profiter que Torito ait un petit peu une bosse sur la tête, pire encore pour Juan Ayuso, pour essayer un petit peu d'assommer la course, et ensuite essayer de contrôler, même si ça va être très compliqué de contrôler jusqu'à l'arrivée. Il va se passer des choses évidemment, même si Paul Sexas gagne avec 1 minute d'avance ce mardi, ça sera très très loin d'être gagné tant le parcours est piégeux jusqu'à la 6e étape, l'étape de Bergara. Je vais aller voir les match-ups, je les ai pas regardés, mais à première vue je pense que ça sera mon seul pick pour l'étape. Alors après j'aime bien Florian Lipovic aussi, parce que cette ascension où pour moi ça va jouer, Florian Lipovic c'est une ascension qui lui correspond, hein, voilà, mais comme Paul Sexas, hein, Del Toro à la base c'est plutôt puncher, Ayuso ça c'est censé mieux lui correspondre, mais je pense qu'on n'a pas du grand Ayuso, et Paul Sexas c'est plus un grimpeur à la base, hein. Il a un bon punch, il est bon dans toutes les filières, mais aussi sur ce type d'ascension de 10 bornes on arrive un petit peu dans son game. Attention à Michael Landa qui a véritablement préparé ce Tour du Pays Basque comme une course objectif, et donc je reviens à Florian Lipovic. Alors après le problème de Lipovic c'est qu'il descend un petit peu comme une saucisse, et pareil pour Canute Brooks qui je pense commence à retrouver la forme. Donc si j'avais 2 gars à placer derrière Paul Sexas en haut du col à 20 bornes de l'arrivée, ça serait Florian Lipovic et Canute Brooks. Sur la forme du moment, sur l'évaluation des niveaux de forme, on voit des coureurs qui commencent un petit peu à perdre leur niveau de forme. Je pense que Isaac Del Toro arrive peut-être en fin de cycle, et Kian et Florian Lipovic c'est plutôt des mecs qui sont sur des phases montantes. Après le problème de Kian et le problème de Lipovic c'est que les deux descendent comme des saucisses. Donc ça même si la descente est pas très technique, ça si vous voulez ça me pose problème. On va donc regarder les match-up rapidement. Je vais vous dire si je vois un truc, les match-up, où ça sort pas. Alors, 2e étape du Tour du Pays Basque. Alors, Lipovic devant Riccitello, ça semble quand même être... Alors, il est 1,28, Lipovic. Je vous rassure, je vais pas y aller. Mais Mathieu, je suis pas sûr. Alors après, il y a ça aussi. Le scénario qui ferait que Sexas ne gagne pas, on envoie Riccitello un petit peu en éclaireur. Et derrière, on laisse les autres travailler et tout le monde se regarde. Bon, mais après, je vous avoue que c'est pas un scénario auquel je crois. Voir les deux décathlons partir en trophée Baraki, ça serait quand même une humiliation totale pour les UAE. Après, Riccitello est très très chaud aussi. Il est très très chaud. Écoutez, je suis en train de faire le tour des match-up. Vous voyez,
Kanouk Brooks devant Michael Landa, ça c'est quand même très très bien réfléchi parce que Michael Landa lui aussi descend un peu comme une saucisse. Sexas devant Del Toro, Sexas à 1,72. Ceux qui ont envie de chercher un bet un petit peu alternatif, voilà, le match-up Sexas devant Torito, c'est voilà, on va dire quelque chose d'un un petit peu plus sécure que le pick que je vous propose. Alors Tobias Aland Johannessen aussi a l'air très très chaud, a l'air très en forme, mais bon, Roglic a l'air bien aussi, donc écoutez, au niveau des match-up, pour moi rien de spécial. Écoutez, je crois que voilà, on va pas aller beaucoup plus loin pour ce coup tordu, et donc voilà, je vous rappelle que vous retrouvez donc Thibaut Chambre sur son compte X, son compte Twitter alias Thibaut Chambre, Enzo alias Analix Phoenix sur son compte X, son compte Twitter. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne YouTube du coup tordu quand il y a un épisode qui sort, comme ça vous êtes directement informé. La petite cloche sur YouTube, vous êtes désormais plus de 1700 à nous suivre sur YouTube, ça fait plaisir. On est monté très très vite quand même sur YouTube, on sait que des fois c'est compliqué de prendre du monde sur YouTube. Nous ça monte à toute vitesse, vous êtes désormais 13 000 à nous suivre sur TikTok, un grand merci. Vous êtes 2000, un peu plus de 2300 je crois sur Instagram, c'est pas évident non plus de monter. 3400 également sur X, sur Twitter, donc vous voyez le coup tordu c'est 8500 aussi bientôt sur Facebook. Donc le coup tordu est une communauté qui ne cesse de grandir, des passionnés qui parlent aux passionnés, et ça fait plaisir. Et donc on se retrouvera demain pour un 439e épisode. Merci les amis.